Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition environnementale. Au sommaire, la RDC est en larmes suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays au lendemain de Noël dans le sud Kivu. On compte plus de 22 décès, plusieurs disparus et d'énormes dégâts matériels, à suivre dans ce journal. Les éléphants du Zimbabwe sont menacés de disparition. Selon le Fonds international pour la protection des animaux, ces situations dues à la sécheresse a tué plus de 100 éléphants en 3 mois. Et puis en fin d'édition, nous irons à la découverte du Tangara émeraude, un oiseau très rare, mi-mâle, mi-femelle en Colombie. C'était tout pour les titres. Bienvenue. Des intempéries ont fait mardi dernier une vingtaine de morts et plusieurs disparus au sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette situation a causé l'effondrement d'un bâtiment par une rivière en creux. La population désemparée pousse un cri de désespoir. Les précisions dans ce récit. L'accident s'est produit dans une zone rurale et minière du territoire de Mbangia, dans la province du Sud Kivu, dans la République démocratique du Congo. Par une forte pluie, les habitants mineurs artisanaux, petits commerçants, cultivateurs se sont abrités sur un hangar servant de restaurant de fortune au bord d'une rivière. Les pluies torrentielles ont provoqué un glissement de terrain et le déchaînement d'une rivière qui a emporté une vingtaine de personnes pendant la nuit du dimanche dernier. Les autorités avertissent que le bilan pourrait s'alourdir alors que les sauveteurs fouillent les décombres des maisons qui sont effondrées. Les victimes vivaient dans des maisons construites au pied d'une montagne. Ces inondations, causées par des phénomènes météorologiques extrêmes, ont entraîné de nombreux dégâts et englouti plusieurs maisons depuis plusieurs jours. Le bilan est encore provisoire car des corps sont encore sous les décombres. Dans la même région, 425 personnes avaient perdu la vie dans des inondations dues à ces fortes pluies en mai dernier. Le gouverneur César Limbaya Mbakissa a déclaré qu'il y avait un besoin urgent de machines pour aider à déblayer les débris et tenter de sauver les survivants. Le gouverneur a également présenté ses condoléances aux familles des victimes et a décrété 3 jours de deuil dans toute la province. L'agriculture est le moteur de développement socio-économique de plusieurs pays africains, dont le Bénin. Cependant, les changements climatiques et les menaces terroristes influencent négativement ce potentiel. Les autorités béninoises entendent influer une nouvelle dynamique dans le secteur agricole pour inverser progressivement la tendance dans la prochaine décennie avec des priorités en 2024. Regardez. Au Bénin, le secteur agricole constitue le plus grand pourvoyeur de devises et d'emplois rémunérateurs pour l'économie. Pour la période 2021-2026, le gouvernement met en œuvre un programme national de développement des plantations et des grandes cultures. Il vise à renforcer les efforts effectués à travers le programme d'action du gouvernement depuis 2016 pour booster le secteur agricole afin d'améliorer les performances agricoles. Face aux aléas climatiques, les producteurs sont de plus en plus confrontés à des difficultés d'accès aux terres fertiles et d'accès aux ressources financières et d'intrants agricoles. Malgré les efforts du gouvernement pour mettre les intrants agricoles à leur disposition à prix subventionné, la hausse du prix des engrais et d'autres intrants agricoles handicapent la productivité agricole. Les conflits et les guerres qui s'observent ici et là induisent la rareté des intrants et par conséquent leur cherté, ce qui entraîne un ralentissement du boom de la production. Pour consolider davantage la dynamique en cours dans le secteur agricole, le budget gestion 2024 du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est en hausse de 15,6%. Entre autres, des priorités pour l'année 2024 est la mise en œuvre du Programme national de développement des plantations de grandes cultures et l'intensification de la mécanisation agricole le long des chaînes de valeur. Selon le président de la République béninoise Patrice Talon, l'objectif est qu'ici, la décennie prochaine, l'agriculture du pays soit entièrement mécanisée
et surtout que la productivité s'améliore continuellement pour garantir la sécurité alimentaire. Pour les autorités, il est mis à la disposition des producteurs des machines et des équipements agricoles à des prix subventionnés à hauteur de 50%. Il est exploité la mécanisation agricole, gage d'embellir l'économie du secteur. Il est à noter que le budget de gestion 2024 du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche passe de plus de 99 milliards de francs CFA à plus de 115 milliards de francs CFA. Dans cette enveloppe, 117,5% du budget, soit plus de 89 milliards de francs CFA, est alloué au programme agriculture. Protégée du braconnage, la plus grande population d'éléphants au monde est menacée par la sécheresse. Selon le Fonds international pour la protection des animaux, au moins 100 éléphants sont morts dans le parc national d'Ouand, la plus grande réserve naturelle au Zimbabwe. Le récit est signé Alessandra Adekombi. Au Zimbabwe, les pluies d'été ont accusé un retard d'environ 5 semaines en raison du phénomène El Niño. Dans le parc national de Ouange, qui couvre environ 15 000 km² au nord-est du pays, de nombreux points d'eau autrefois abondants se sont transformés en flaques boueuses. Les près de 45 000 éléphants que comptent l'aire protégée ont fait face à un stress hydrique sévère. Épuisés par le manque d'eau, des dizaines d'entre eux ont succombé. D'après le Fonds international pour la protection des animaux, à la fin de la saison sèche, les éléphants sont toujours affaiblis. Pendant la saison sèche, les éléphants restent toujours autour des points d'eau. Ils se nourrissent de la végétation avoisinante et donc plus la saison sèche dure, plus ils doivent s'éloigner des points d'eau pour manger et revenir pour boire. Donc, si la saison sèche se prolonge, les distances à parcourir deviennent trop importantes et les éléphants s'affaiblissent et certains finissent par mourir. L'organisation indique que les 104 forages d'eau alimentés par énergie solaire du parc de Ouange n'étaient pas suffisants pour faire face aux températures extrêmes qui assèchent les points d'eau existants, obligeant les animaux à parcourir de longues distances à la recherche de nourriture et d'eau. La nouvelle sur le péril des éléphants au Zimbabwe est survenue au moment où s'achevait à Dubaï, aux Émirats arabes unis, la 28e conférence des Nations unies sur le climat. Des négociations au cours desquelles l'IFO a mis en avant l'impact dévastateur du changement climatique sur la faune et les êtres humains. L'organisation appelle à une approche intégrée et holistique pour soutenir les habitats et les communautés résilientes au changement climatique. Le ministère burkinabé de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, à travers le Fonds d'intervention pour l'environnement, recherche 2 organisations pour renforcer le dispositif de valorisation des déchets plastiques et la fabrication d'emballages biodégradables. Les organisations intéressées par l'appel à manifestation d'intérêt doivent se manifester avant le 18 janvier 2024. Alessandra Adekombi. Le Burkina Faso veut monter d'un cran dans la lutte contre la pollution plastique. Pour ce faire, le gouvernement du pays d'Afrique de l'Ouest est à la recherche de 2 organisations pour renforcer le dispositif de valorisation des déchets plastiques et pour la fabrication d'emballages biodégradables. L'appel d'offres lancé dans la capitale Ouagadougou par le ministère burkinabé de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement à travers le Fonds d'intervention pour l'environnement sera ouvert jusqu'au 18 janvier 2024. Il concerne les structures de recherche, les groupements d'intérêt économique, les coopératives, les opérateurs privés, les organisations non gouvernementales, les unions de coopératives ou de groupements, les fédérations ou confédérations de coopératives ou de groupements. Les organisations retenues au terme de l'appel à manifestation d'intérêt disposeront d'une enveloppe globale de 750 millions de francs CFA alloués par l'État burkinabé pour réaliser des projets visant à réduire la pollution plastique qui ne cesse de croître au fil des années. Selon le ministère burkinabé de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, la production des déchets plastiques est passée de 104 011 tonnes par an en 2010 à 224 435 tonnes en 2021. Dans le même temps, les importations de plastique ont également doublé au cours de la dernière décennie,
Dans le même temps, les importations de plastique ont également doublé au cours de la dernière décennie dans le pays, passant de 60 000 tonnes par an en 2019 à 118 000 tonnes en 2021. Parlons de biodiversité à présent. Le Tangara émeraude est un oiseau qui présente un plumage très particulier, bleu pour une part et vert de l'autre, a été photographié en Colombie en son temps d'observation. C'est le deuxième cas seulement de gynandroformisme signalé chez cette espèce. Allons à la découverte de cet oiseau avec Léonce Sagou. Un phénomène extrêmement rare, une bizarrerie de la nature, un oiseau mi-mâle mi-femelle a été récemment observé entre octobre 2021 et juin 2023 en Colombie. Les résultats de cette découverte ont été publiés il y a quelques jours dans Journal of Field Ornithology. Les couleurs de ce petit oiseau ont retenu l'attention d'un ornithologue qui a eu le réflexe d'immortaliser le moment. Cet oiseau possède un plumage particulier, une moitié bleue qui correspond à son côté mâle et l'autre moitié verte qui représente son côté femelle. Deux parties bien délimitées et visuellement très jolies, mais qui en dit long scientifiquement sur la particularité de ce volatile. C'est un cas de gynandromorphisme, un animal qui présente des caractères à la fois mâle et femelle. Cette anomalie est aussi observée chez d'autres animaux, en l'occurrence les insectes, les papillons et les lézards. En son temps, c'est le deuxième cas signalé chez cette espèce d'oiseau appelée Tangara émeraude. Il ne faut néanmoins pas confondre le gynandromorphisme à l'hermaphrodisme, qui correspond à la possession d'appareils reproducteurs mâles et femelles. Ce phénomène Tangara émeraude observé en Colombie serait lié à une erreur de la fécondation. Les scientifiques ont remarqué que les autres Tangara semblent éviter cet oiseau mi-bleu mi-vert. Pour ces scientifiques, ce cas de gynandromorphisme permettra d'en savoir plus sur le développement sexuel des oiseaux. Les États-Unis lancent une opération navale multinationale pour contrer les attaques des rebelles houthis en mer Rouge. À cet effet, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a annoncé lundi dernier une formation d'une coalition de 10 pays dont la France pour mener l'opération face aux attaques répétées des Houthis contre le transport maritime. Ravietou Mberekou. Dans le cadre de la riposte et de la protection du trafic commercial contre les attaques du mouvement Houthi du Yémen, l'administration américaine a annoncé lundi dernier la mise en place d'une mission multinationale contre les attaques croissantes des Houthis contre les navires internationaux en mer Rouge. Dans une déclaration écrite, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a indiqué que les attaques croissantes des Houthis en mer Rouge menaçaient la libre circulation des échanges, mettaient en danger des marins innocents et violaient le droit international. Outre les États-Unis, la mission comprend le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada, l'Italie, la France, les Pays-Bas, la Norvège, les Seychelles et l'Espagne. Suite à une demande internationale pour trouver une solution à ce problème, Austin a déclaré les raisons de la mise en place de l'opération Prosperity Guardian, une importante initiative de sécurité multinationale axée sur la sécurité en mer Rouge sous l'égide des forces navales conjointes de la Task Force 153. Soutenus par l'Iran, les Houthis ont prévenu qu'ils viseraient des navires naviguant au large des côtes du pays s'ils ont des liens avec l'Israël en riposte à la guerre entre l'Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza. En 2019, Washington avait lancé une coalition navale pour protéger le transport maritime dans les eaux du Golfe après une série d'attaques attribuées par les États-Unis à l'Iran qui niait en être à l'origine. La mer Rouge est une autoroute de la mer reliant la Méditerranée à l'océan Indien et donc l'Europe à l'Asie. Environ 20 000 navires transitent chaque année par le canal de Suez, porte d'entrée et de sortie des navires passant par la mer Rouge. Les tsunamis sont des murs d'eau capables de dévaster des côtes entières avec une rapidité fulgurante, mais parlons cette fois-ci de tsunami de glace qui est beaucoup plus long que celui de l'eau, mais peut tout de même être responsable d'importants dégâts. Léon Sabo nous fait le point.
Ce phénomène, aussi connu sous le nom d'embâcle de glace ou poussée de glace, se présente sous la forme d'un énorme amas de glace poussé par les courants de la mer ou d'un lac arrivant sur les côtes et formant une pile impressionnante. Il se produit durant toute la saison hivernale, mais représente un risque plus dangereux de la fin de l'hiver au début du printemps quand la fonte commence. Lors d'un léger redout, l'eau gèle et forme une couche de glace qui peut fondre en partie. Des espaces se forment entre les blocs et les glaces en surface, donnant lieu à des vagues de glace cassées en morceaux. Il suffit que des conditions ventées et tempétueuses se mettent en place pour que la glace soit poussée vers les côtes. Il se forme un barrage de glace pouvant avoir la taille d'une maison au fur et à mesure que les vagues poussent la glace vers la plage. Quand les vagues poussent cette glace, elle est capable de faire tomber un pont et de provoquer d'énormes dégâts sur les bâtiments. Les tsunamis de glace sont très courants dans les régions polaires sujettes aux vents violents, comme les côtes de l'Alaska, mais aussi possibles ailleurs comme le long des lacs alpins. L'Allemagne vient de battre un nouveau record dans la course à l'utilisation des énergies renouvelables. En Europe, le pays du chancelier Olaf Scholz a utilisé plus de 50% des énergies propres en électricité au cours de cette année 2023. Une première en Europe et probablement dans le monde. Viva Samana pour les précisions. C'est une première en Europe. L'Allemagne se positionne comme un champion en termes d'utilisation des énergies renouvelables. Cette année, les énergies vertes ont représenté plus de la moitié de la consommation d'électricité en Allemagne, alors que le gouvernement s'est fixé l'objectif de 80% d'ici à 2030. En effet, les sources d'énergie propre ont couvert 52% de la consommation d'électricité en 2023 dans le pays, ce qui correspond à un bond en avant de 5 points de plus que l'année dernière, selon l'organisation qui représente les industriels de la branche énergie propre. Elle précise que c'est la première fois que ce taux dépasse le cap des 50%. La consommation d'électricité renouvelable a été particulièrement élevée en juillet avec un taux de 59%. Dans le détail, l'éolien terrestre a connu une année record avec une augmentation de 13,4%, compensant la baisse significative de la production éolienne en mer. Cette dernière a diminué quant à elle de 8,6%. L'énergie photovoltaïque a vu sa production augmenter de 4,6%, atteignant un même niveau historique en juin avec 113,5 milliards de kWh. La présidente de l'organisation qui représente les industriels de la branche énergie propre, Kerstin Andrea, a salué dans un communiqué le fait que les chiffres montrent que l'Allemagne est sur la bonne voie. L'Allemagne a fait par ailleurs abandonner le nucléaire cette année avec la fermeture de ces 3 dernières centrales. Le gouvernement fédéral allemand s'est fixé l'objectif de 80% d'énergie renouvelable dans sa consommation d'ici à 2030, débloquant pour l'atteinte de cet objectif des milliards d'euros d'investissement pour la transition verte de son économie. Paradoxalement, une décision de justice en novembre dernier ayant annulé un fonds de 60 milliards d'euros pourrait ralentir cette évolution. Ainsi, dans l'optique d'y remédier, la coalition menée par le chancelier Olaf Scholz a dû tailler dans certaines dépenses, notamment les aides pour le développement de l'énergie photovoltaïque. Ainsi prend fin ce journal préparé et réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous qui nous suivez partout au Togo et hors de nos frontières. Merci de votre fidélité. Restez sur Gun TV International. L'information continue.